Bonjour, c'est Paul Louchatin, bienvenue dans l'émission Auto Hebdo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Auto Hebdo. Et comme vous l'avez vu, nous sommes avec un vainqueur des 24 heures de Daytona, un vainqueur des 6 heures de Fuji et un multiple champion ELMS, Paul Louchatin. Bonjour Paul Lou, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et nous sommes avec Cyprien Julliard pour nous accompagner pendant cette heure d'entretien avec Paul Louchatin. Bonjour à vous deux, ravi d'avoir Paul Lou avec nous pour cette émission. Paul Lou, je crois que tu reviens d'Imola, c'est ça, où tu étais en essai avec Genesis, comment ça s'est passé? C'est bien? Exactement, j'ai atterri il y a peu de temps. Non, c'était une bonne séance d'essai, intéressante parce que sur un circuit du championnat, Imola, qui est un circuit assez spécifique dans le championnat, qui est le circuit le plus bosselé et qui finalement en termes d'optimisation de la voiture est peut-être le plus challengeant. On peut être au Qatar sur une piste très lisse qui facilite un peu l'utilisation des systèmes. Quand on arrive à Imola, c'est quelque chose vraiment de différent et on a vu dans le passé plusieurs marques souffrir un petit peu à Imola à cause de ça, donc j'étais très content qu'on aille tester à Imola. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Une nouvelle fois, on est très agréablement surpris. Enfin, ça confirme une nouvelle fois, on va dire, ce qu'on pense de la voiture et du potentiel de la voiture. Après, on reste toujours dans cette phase de développement où on rencontre des petits soucis, mais c'est normal. Et le plus important pour moi, c'est la façon dont l'équipe réagit face à ces soucis. Et on a toujours une réactivité incroyable de la part de tout le monde, ce qui fait que les petits soucis, les soucis qu'on a restent des petits soucis parce que finalement, en un tout petit instant, ils sont réglés et ça ne sacrifie pas le temps de roulage en piste. En tout cas, merci encore d'être avec nous parce que pour vous raconter un peu les coulisses, Paul Lou a sauté dans un avion ce matin à Bologne et il est venu directement ici dans notre studio. Donc merci encore de venir directement après un réveil très matinal. On va préciser qu'il est 10h du matin. Voilà. Il est 10h du matin. J'ai en effet sauté dans l'avion à 6h du matin. Voilà, c'est ça. Donc parti à 4h, levé à 4h, j'imagine. C'est ça. Ça bon, j'espère que t'es bien réveillé quand même. À fond. Parce qu'on a quelques questions pour toi. J'aurai une excuse au moins. Voilà, exactement. Du coup, je t'invite à prendre la première carte. On va faire le même format. Maintenant, vous êtes habitués, ce format de carte pour revenir sur la carrière de notre invité. Vas-y, Paul Lou. C'est parti. Paul Louchatin, Genesis, Magma Racing. J'ai toujours aimé être au début des aventures. En effet. En effet, ça a été un choix compliqué à faire. Mais je pense qu'il y a tous les facteurs qui étaient réunis pour que je prenne cette décision. J'arrive à un stade de ma carrière où cette année je vais avoir 35 ans et je sentais que c'était maintenant qu'il fallait que je prenne ce nouveau challenge. J'avais passé 2 années incroyables avec Alpine où pareil, j'avais rejoint l'aventure hypercar d'Alpine à ses débuts, mais voilà, quand j'ai eu les premiers contacts avec Genesis, j'ai senti le potentiel du programme, que c'était certainement la marque qui me donnerait les meilleures cartes pour atteindre les objectifs que je rêve d'atteindre en endurance. Et finalement, les choses parfois s'alignent et se font bien parce que j'avais fini l'aventure avec Alpine quasiment sur une victoire à Fuji. C'était mon avant-dernière course avec Alpine, avec mes coéquipiers Charles Mélésy et Ferdinand Asberg. Donc voilà, j'ai envie de dire que le chapitre Alpine, c'est terminer de la meilleure façon possible pour être libre d'esprit et débuter dans ce nouveau challenge avec Genesis. Donc comment tu te sens justement dans ce projet, sur un tout nouveau projet pour toi à quelques semaines de la première course du WEC et de la première course du coup pour toi avec Genesis? Bien sûr, je me sens très bien. Ça a été frustrant parce que j'ai pas eu l'opportunité d'essayer la voiture avant le 1er janvier 2026. J'étais toujours sous contrat avec Alpine et on m'a pas libéré pour que je la teste. Donc ils m'ont autorisé quand même à aller sur la séance d'essai de fin d'année de Barcelone pour que je puisse un petit peu m'intégrer à l'équipe, voir comment ça se passe et indirectement évidemment échanger un peu avec les pilotes, même si on pouvait pas trop parler de technique, mais bon, entre pilotes on se comprend assez facilement et j'avais senti dans leurs mots le potentiel de la voiture et j'ai pu finalement monter pour la première fois mi-janvier dans des essais au Qatar et voilà, toutes mes espérances ont été confirmées. Alors évidemment on est au tout début du projet, donc il y a énormément de travail, il y a plein de choses à améliorer, à corriger,
Mais en tout cas, la base de la voiture me paraît très bonne, très saine. Et ça, voilà, ça a conforté mon choix. Et on sait que c'est un projet pour le long terme. Donc il faut y aller step by step, se concentrer sur nous, mais savoir qu'en tout cas, on a, je pense, l'outil pour atteindre nos objectifs, c'est quelque chose de très important. Tu disais justement que tu aimais être au début des histoires. Chez Alpine aussi, tu es arrivé au début du projet Hypercar, mais c'était une structure qui était déjà expérimentée, qui connaissait le WEC à ce niveau de compétition. Là, quelle différence tu fais entre cette structure qui débute et ce que tu avais pu voir à l'époque chez Alpine? Est-ce que du coup, vous partez de plus loin aussi? Il y a plus de choses à faire? Ouais, le challenge est plus important, que ce soit dans la structuration de l'équipe, mais aussi dans la culture de la marque. Alpine, c'est une marque qui a une culture du sport automobile. Genesis, c'est une nouvelle marque où un petit peu l'histoire du sport automobile n'est pas encore écrite pour Genesis, et donc il faut réussir à créer l'histoire de Genesis. Et donc ça, c'est d'un point de vue un peu plus global, mais d'un point de vue plus technique. En effet, là, quand j'ai rejoint Alpine, fin 2023 pour le développement, et après pour les 2 années 2024-2025, l'équipe à 70% était déjà en place de leur programme LMP1 précédemment, de toutes leurs années en LMP2. Donc il y avait déjà une organisation, une structure, une hiérarchie au sein de l'équipe qui était établie. Là, on part un petit peu de scratch, et c'est vraiment ça qu'il faut souligner. Alors, Genesis Magma Racing s'est appuyé sur IDEC Sport l'année dernière en LMP2, un petit peu pour prendre leur marque, mais malgré tout, il a fallu construire l'équipe de A à Z, recruter énormément de personnes de qualité. Recruter des personnes, c'est facile. Recruter des personnes de qualité comme ils ont réussi à le faire, c'est un autre challenge. Lorsque, en même temps, il y a 2 autres constructeurs qui arrivent l'année prochaine en endurance, donc qui recrutent également. Lorsqu'en même temps, il y a 2 nouvelles équipes en Formule 1, alors une from scratch, mais ce qui fait que sur le marché des ingénieurs, des mécaniciens dans le sport automobile, il y a très peu d'offres pour les constructeurs, et donc faire les bons choix et avoir les bonnes opportunités, c'est un vrai challenge. Donc en effet, on part de plus loin par rapport à ce que j'ai connu. Par contre, je suis hyper heureux et satisfait du recrutement et des personnes qui sont en place, parce que je ne vois que des personnes de qualité. Et pour moi, c'est essentiel. Voilà, le début est plus long, on part de plus loin. Par contre, je suis extrêmement confiant sur le futur. Tu disais que tu avais testé la voiture pour la première fois au Qatar. On avait discuté un peu après cette séance d'essai, et tu m'avais dit que c'était pas si semblable que ça à l'Alpine, alors que pourtant c'est le même châssis. Comment tu expliques cette différence entre 2 voitures qui, de conception, sont censées être les mêmes en termes de châssis? Ouais, exactement. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et je me rappelle, en gros, il y avait 3 jours d'essai, on n'y était qu'avec une voiture, donc on s'est répartis. Il y a la voiture 17, la voiture 19, en numéro, on va dire. Enfin, celui-là, c'était la même voiture sur les 3 jours, mais donc line-up de la 17 pour le premier jour, line-up de la 19 pour le deuxième jour, line-up de la 17 pour le troisième jour. Donc moi, j'étais que le deuxième jour, mais pour le coup, ils m'ont fait monter dans la voiture pour 5 tours à la fin du premier jour, pour que je puisse vérifier que mon siège ça va et qu'on perde pas du temps sur notre journée effective de roulage. Et je me rappelle à la fin dire, si honnêtement j'étais monté dans la voiture entre guillemets sans aucune connaissance, on m'avait emmené quelque part en me masquant les yeux, j'aurais eu du mal à dire que c'est le même châssis. Ok. Voilà. Comment ça se fait? Parce que y a, même si on a une base commune, et que je fais abstraction visuellement du cockpit, il y a des choix techniques qui ont été faits différemment. Ça peut être la répartition des masses, ça va être aussi où on veut se situer dans les fenêtres d'homologation au niveau de l'aéro. Le moteur est différent également. Donc il y a malgré tout un certain nombre de paramètres, et on sait que ce sont aussi des voitures qui fonctionnent avec énormément de systèmes, et donc la manière dont le soft aussi est développé, et donc le fonctionnement des systèmes derrière est extrêmement différent, et donc il y a une vraie réaction différente. Après,
J'essaye d'être assez honnête dans mon feeling en disant que j'ai conduit pendant 2 ans une Alpine qui avait été vraiment orientée Le Mans dans sa philosophie avant l'évolution un petit peu du règlement, et que finalement, suite à l'évolution du règlement qui est arrivée des milieu 2024, et ben, en fin 2025, donc à la fin de l'année, Alpine a amené un nouveau kit aéro que je n'ai pas pu tester. Et donc, je compare une voiture qui a été faite pour 2026 en connaissance du règlement actuel versus une voiture qui avait été faite pour 2024. Et donc, je ne compare pas par rapport à la dernière version de l'Alpine. Donc voilà, peut-être que si j'avais testé l'évolution Alpine, peut-être que la différence aurait été plus faible. Il y a aussi une nouveauté cette année, c'est les pneus Michelin. Donc ça, nouveauté pour tout le monde. Comment tu vois ça ? Qu'est-ce que tu en ressens déjà sur les premiers essais ? Je vois ça comme étant quelque chose de positif. Il y a toujours plusieurs points de vue. On sait qu'aujourd'hui, on ne chauffe plus les pneus. Ce qui permet, en effet, à certains pilotes ou certaines marques, dans leur capacité de mettre en route les pneus, de faire un peu la différence. Ce qui sur le papier est une bonne chose, et je suis assez partisan du fait de permettre aux équipes qui travaillent le mieux, aux pilotes qui exploitent aussi le mieux ces opportunités de performer le mieux, parce que voilà, ça doit être on est du sport, ça doit être la méritocratie, et ça doit être ceux qui font le meilleur travail qui sont le plus récompensés. Par contre, dans l'ancienne version des pneus, j'étais un peu mitigé sur la philosophie, parce que la mise en route était très longue dans certaines conditions, et ce qui faisait que parfois, pendant un court laps de temps, mais qui pouvait quand même durer un bon tour par endroit, on était assez passager de la voiture, et on avait des voitures qui malgré tout sont lourdes, et on l'a vu à plusieurs reprises, il y a eu des vrais accidents, des vrais crashs, sans erreur de pilote. On se souvient de Foucault à Spa notamment. Voilà, exactement, et il y en a eu plein, au final. Celui de Foucault à Spa est le plus parlant, parce que suite à ça, ils ont remis pour Le Mans la chauffe des pneus en 2023, si je me trompe pas. Mais voilà, ce facteur-là me gênait un petit peu, et on peut dire aussi, quand on sort des stands au Mans de pleine nuit, on a eu de la chance, alors même si l'année 2024 a été très pluvieuse, mais sur les 3 dernières années du Mans, on n'a pas eu de température très fraîche, ce qui, pour le coup, j'estime a un peu simplifié la chose, mais on peut quand même avoir des nuits très fraîches, même au 15 juin, au Mans, on peut avoir des nuits très fraîches, avec la rosée en plus, etc., qui peut rendre la chose un peu dangereuse. Voilà. Et c'était le facteur un peu dangereux qui me gênait. Je trouve que avec l'évolution qu'il y a eu, la chauffe semble beaucoup plus efficace, ce qui pour moi est une très bonne chose, et j'ai l'impression qu'à peu de choses près, on a réussi à garder la même durabilité et longévité des pneus en termes de dégradation. Donc voilà, la fenêtre est agrandie de fonctionnement. Il y a toujours le challenge, et les pilotes qui savent faire la différence, et les équipes qui savent faire la différence continueront de la faire. Ce sera peut-être un peu plus faible par rapport aux versions 2023, mais en tout cas, j'estime que la partie sécurité a été améliorée. Bon, malheureusement, l'actualité fait que la situation géographique au Moyen-Orient reporte le début de saison du WEC. Quelle incidence ça a d'avoir une course en moins dans la préparation du Mans ? Surtout pour un nouveau projet, ça vous fait beaucoup de roulage en moins, c'est une course de 10 heures avec des séances d'essai libres qui sont pas là non plus. Quel impact ça a pour vous ? C'est une bonne question. Je vais y répondre honnêtement, vraiment de ce que je pense. Je pense qu'à court terme, c'est positif, parce que quand on est peu importe le projet, quand on est au début d'un projet, évidemment, on n'est jamais assez prêt pour la première course. On a beau avoir les plus belles ressources, le plus d'argent possible, avoir fait le plus d'essais possible, on n'est jamais assez prêt pour la première course. Donc ça nous donne simplement un peu plus de temps avant la première course du championnat. Par contre, j'estime qu'au lendemain d'une première course, il y a beaucoup de vérités qui changent, et que les priorités d'un programme qui est encore en phase de développement évoluent énormément suite à l'apprentissage qu'on fait d'une course. Et c'est pour ça qu'à court terme, c'est sans doute positif. Pour une vision plus à moyen terme du projet,
j'aurais bien aimé qu'on ait la première course le plus tôt possible pour savoir se réorienter sur les axes les plus importants le plus tôt possible. Ça permet de faire un petit parallèle aussi avec la Formule 1 qui va au Moyen-Orient. Comment tu vois, toi, l'évolution du règlement de la Formule 1 avec l'arrivée de l'électrique ? On se rapproche un peu finalement aussi de ce qu'on a pu voir en WEC. Et c'est aussi l'évolution du sport auto. Globalement, c'est un peu une deuxième question. Pour toi, on voit que t'as une vision assez écologique du sport auto. En tout cas, on a vu dans d'autres interviews que tu parlais de ça, du fait que le sport auto peut développer aussi l'écologie. Comment tu vois ça ? Voilà, c'est un peu les deux questions en une. Je vais faire un parallèle et je répondrai dans un deuxième temps à la question, mais ça me tient à cœur de le dire, parce que je trouve que c'est pas assez mis en avant. Pour moi, le sport automobile est le sport le plus écologique au monde de tous les sports. Et ça fait pour moi aucun doute. C'est intéressant comme point de vue. C'est intéressant, et je vais donner mon argument derrière, parce que j'attends qu'on me donne un argument contraire à ce que je vais apporter. Qu'il y ait du sport automobile ou non, on aura toujours 1 milliard de voitures en circulation sur Terre. Donc qu'on fasse du sport automobile ou non, il y aura ce milliard de voitures en circulation sur Terre. Alors je dis 1 milliard, j'ai pas le chiffre exact, mais bon, on doit pas être loin de ça. Si grâce au sport automobile, ce milliard de véhicules sur Terre ne pollue que 0,001% de moins, l'impact environnemental, il est monstrueux sur la planète. Et donc là, je dis 0,001% de moins, je prends le chiffre le plus faible possible parce que j'ai aucune donnée, je me suis pas penché plus réellement sur la question avec une vraie analyse, mais je suis sûr que c'est plus que ça. Quand on voit aujourd'hui, on développe des nouveaux pneus avec des matériaux verts et renouvelables à l'intérieur qui demain seront sur les voitures de monsieur et madame tout le monde. La même chose avec les carburants. Je pourrais parler de la sécurité. Aussi du poids, même si on a des voitures qui sont lourdes, on essaye de les faire les plus légères possibles. La première source de pollution sur une voiture, finalement, c'est son poids. Donc en fait, pour moi, le sport automobile, c'est un des premiers laboratoires pour l'industrie automobile en général, et c'est financé à 99% par du privé. Et donc en fait, ça m'agace qu'on pointe du doigt le sport automobile à chaque fois quand on parle d'environnement, parce que c'est une vision hyper à court terme. Bien évidemment que quand on démarre la voiture, quand on fait un tour de piste, bien évidemment qu'on pollue à un instant T. Mais l'impact environnemental, il est incroyable au niveau planétaire. Le tennis, j'adore le tennis, je suis un fan de tennis. En quoi le tennis peut avoir un impact positif pour l'environnement demain ? J'ai du mal à le voir. Il y a une étude qui montrait que sur un Grand Prix de Formule 1, les voitures en piste, c'est 0,1% de la pollution totale de l'événement. Des foules exactement. Et donc tous les sports finalement polluent, mais nous, notre sport améliore à moins polluer demain. Voilà. Donc si j'essaye de trouver un deuxième sport qui peut avoir un impact peut-être positif pour l'environnement, et encore une fois, j'ai aucune idée, mais vu que je pilote avec Idel Sport en LMP2 depuis des années, et que Idel Sport est investi à la fois dans le sport automobile mais aussi beaucoup dans la voile, on a vu dans la voile dans les 7 dernières années les foils se développer. Et alors je sais pas dans quelle mesure on pourra réussir à l'intégrer plus dans l'industrie nautique un petit peu, mais si demain, un petit peu grâce aux foils, les gros cargos, on arrive à les faire consommer rien qu'1% de moins, et je pense que dans 10-15 ans, ce sera sans doute plus, pareil, la voile est sans doute un sport qui aide à, en tout cas, réduire la pollution sur Terre. Donc voilà mon point de vue sur le sport automobile, et pour le coup, j'en ai oublié la question de base. L'évolution du règlement de la Formule 1. Voilà. Parce qu'il fait beaucoup débat, notamment après l'Australie. Mais qui va un peu aussi dans la lignée de ce que tu disais, plus d'électrique, des carburants durables. Ouais, moi, d'un point de vue futuriste, je suis pas sûr qu'il y ait une seule source d'énergie qui soit utilisée pour l'industrie, pour la mobilité future. Si on a un camion, peut-être que ce sera dans le futur à l'hydrogène. Si on a une voiture, peut-être que ce sera électrique. J'en sais rien là-dessus. Par contre, ce que j'ai vu en Formule 1 sur ce premier Grand Prix,
moi personnellement, on a tous c'est difficile d'y répondre parce qu'on a tous les pilotes, on en a beaucoup parlé dernièrement entre pilotes. Chaque pilote a un point de vue un peu différent et j'en vois beaucoup très arrêtés sur leur position. Il y en a, ils vont dire ça a été exceptionnel, les 10 premiers tours ça a été exceptionnel et ça risque de l'être encore. Et d'autres ont dit mais c'était pas du sport automobile, c'était nul. Voilà. Moi j'ai été assez surpris de voir des positions aussi arrêtées. Moi ce que je peux dire c'est que les 15 premières minutes du Grand Prix, j'ai beaucoup aimé. En effet, c'est des dépassements un peu différents. Mais ça n'empêche qu'à la fin, qui est-ce qui gagne ? C'est ceux qui font le meilleur travail. Encore une fois, je parle de méritocratie. C'est ceux qui font le meilleur travail qui gagnent. Et à la fin, le sport, qu'est-ce que c'est ceux qui travaillent le mieux qui doivent gagner. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. On voit, il y a eu du 100% dans le monde de l'automobile. On a parlé beaucoup de 100% électrique. Aujourd'hui, on en revient un peu. On s'oriente un peu plus vers de l'hybride. Finalement, est-ce que là, la Formule 1 est pas sur le bon créneau ou bien évidemment, on change un peu la culture du sport automobile, mais à la fin, il faut que ça ait un intérêt pour les constructeurs. Sans les constructeurs, il y a plus de Formule 1, donc faut que ça parle pour les marques, pour le board des marques. Il faut aussi que les fans s'y retrouvent et monsieur tout le monde s'y retrouve. Et donc, je trouve que pour moi, ça fait sens. Ça me paraît être dans une suite logique. Bien évidemment, je mets attention à je mets des parenthèses où il faut pas perdre l'ADN du sport automobile. Donc je pense qu'il y a sans doute un juste milieu qui va se trouver. On le voit, il y a déjà des adaptations un petit peu du règlement suite à la première course. Donc je pense qu'il faut donner sa chance à cette évolution et par contre ne pas être borné et savoir faire les ajustements nécessaires pour que ça convienne à la majorité. En tant que pilote, tu peux comprendre les frustrations de voir par exemple ce qu'on a vu sur un bout de ligne droite, les pilotes obligés de ralentir. Ouais, c'est sûr que je comprends la frustration. C'est le côté égoïste du pilote. Quand on voit ce super clipping, si j'utilise le bon terme. Après, d'un autre côté, ça permet aussi à d'autres pilotes avec d'autres capacités de peut-être se démarquer. Le sport automobile a évolué tout au long des années. Pourquoi Daniel Ricciardo, quand il est arrivé, il était incroyable en F1 et après, ça a été un petit peu plus dur? Sans doute parce que la nouvelle génération de voitures qui est arrivée à ce moment-là, ça lui convenait moins par rapport à son style de pilotage. On parlait simplement de style de pilotage, là on intègre un petit peu autre chose, une réflexion, une anticipation un peu différente. Moi je sais que la différence, je vais parler de ce que je connais, c'est la différence entre le LMP2 et l'hypercar. En termes de pilotage pur à 100%, peut-être que en termes de puriste, le LMP2 on y est plus. Par contre, tous les systèmes qu'on a d'embarquer dans une hypercar, je trouve ça hyper intéressant et intellectuellement je trouve ça hyper stimulant parce que on a plus d'outils entre nos mains pour réagir face à des difficultés ou pour réussir à faire un peu plus la différence une fois qu'on est parti en course. En LMP2, une fois qu'on est parti, on ne peut pas faire énormément de miracles en hypercar. Si on rencontre des difficultés ou autres, on a plus d'outils qui demandent une réflexion un peu supérieure du pilote et moi ça me plaît. On va passer à la prochaine carte du coup, s'il te plaît, Paulo. Avec plaisir. Une surprise. À l'école des pilotes de course. T'avais quel âge sur cette capture d'écran? J'avais 19 ans. 19 ans. Ouais, 19 ans parce que finalement j'ai commencé le sport automobile tard. J'étais pas du tout prédestiné à faire du sport automobile. Je faisais ma passion petit, c'était le ski alpin. J'avais la chance de pouvoir y aller. Et finalement, à l'âge de 12-13 ans, on m'a demandé d'aller habiter là-bas. Mes parents qui sont paysans à côté de Chartres ont refusé. Et pour le coup, ma maman s'est dit d'un coup, je m'embêtais un peu plus. Alors, je faisais du tennis, je faisais du foot, j'ai toujours aimé un peu le sport, mais d'un coup, j'étais plus tous les week-ends sur une piste de ski. Et ma maman s'est dit, pour être un bon paysan, il faudra que mon fils soit un bon mécanicien. Et donc il y avait une piste de karting à côté et elle s'est dit allez on va aller voir et ça va l'aider à apprendre un peu la mécanique. Alors j'ai pas énormément appris la mécanique, par contre j'ai réussi à apprendre à piloter. Il y a beaucoup de similitudes entre le ski alpin et le sport automobile, donc ça m'a beaucoup aidé et petit à petit grâce à des rencontres j'ai pu me retrouver à 18-19 ans où je me suis dit tiens en fait d'un loisir il y a peut-être quelque chose de plus à faire et on va dire que
Ça a été cette saison à l'Autosport Academy en 2010, ça a été ma première étape dans la professionnalisation du lot. Donc, pour passer du loisir à la professionnalisation du sport automobile au global. Je reviens sur ce que tu viens de dire, juste, c'est hyper intéressant. Je trouve que tu dis qu'il y a beaucoup de similitudes entre le ski alpin et le sport auto. Quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu vois comme en fait, c'est exactement deux sports identiques, à part l'outil qu'on a. Il y en a, on a un volant et des pédales, et l'autre, on a des skis et des bâtons, et sur une surface différente. Par contre, c'est de la vitesse, c'est de sacrifier l'entrée d'un virage pour ressortir plus fort. Donc en fait, c'est exactement c'est de la trajectoire. Le sport automobile, c'est de la trajectoire, c'est de l'adaptabilité. Le sport automobile, tu vas 3 jours de suite sur le même circuit, même si on a peu de choses près les mêmes conditions météo, la piste elle va toujours être différente. Et puis quand il pleut, c'est encore pire et c'est différent presque d'un tour à l'autre. Une piste de ski alpin, c'est pareil, c'est jamais la même. Même si c'est la même, c'est la neige, elle est tout le temps différente. Entre 8h du matin et 8h45 du matin, la neige va évoluer. Entre un premier passage et un troisième passage, la neige va évoluer. Et donc, il faut être capable tout le temps de s'adapter le plus rapidement possible aux conditions, parce qu'en plus, en ski, on a un run. Voilà, enfin, on a une manche par tracé. Et donc voilà, c'est toutes ces similitudes qui ont fait que j'ai dû apprendre la technique de pilotage à mes 13 ans quand j'ai commencé le karting, mais j'ai pas eu à réapprendre toute la notion de trajectoire, de vitesse. Est-ce qu'il y a la notion de danger qui entre aussi en compte, qui est peut-être similaire, qu'on voit par exemple la chute de Lin7 au dernier JO d'hiver, qui était assez spectaculaire. Est-ce qu'il y a cette notion de danger qui est aussi similaire entre les deux sports? Qui est... alors ça me fait mal de dire ça. J'estime que le sport automobile était le sport le plus dangereux au monde il y a quelques décennies, on va dire. J'estime qu'aujourd'hui, et même si malheureusement on a eu des événements traumatisants au niveau français dans les 15 dernières années, j'estime qu'aujourd'hui le sport automobile n'est plus un sport dangereux, parce que, en tout cas en Europe, voilà, il y a des endroits où ça reste dangereux, mais en Europe ça l'est beaucoup moins. Et j'estime que quand j'emmène mon fils à l'école en vélo à Paris, je prends beaucoup plus de risques que quand je suis sur un circuit en sport automobile, grâce à toutes les améliorations qu'il y a eu d'un point de vue de la sécurité. Le ski alpin, malheureusement, ça a été depuis le début un sport dangereux, mais ça l'est de plus en plus. Et ça me gêne. Et j'ai plusieurs connaissances qui pratiquent le ski alpin à haut niveau. Et je les questionne, je leur dis, mais qu'est-ce que vous attendez quand même pour réduire ce facteur danger? Malheureusement, c'est difficile parce qu'il n'y a pas spécialement de solution facile, sinon il l'aurait fait évidemment. Mais le ski alpin est très dangereux. Ça l'est toujours, voire encore plus, parce que le matériel fait qu'on va toujours plus vite. Mais on n'est pas plus protégé. Le sport automobile, aujourd'hui, je me mets pas en danger quand je monte dans ma voiture. Voilà. Dans la vie de tous les jours, on se met pas en danger, mais il peut se passer quelque chose. Le sport automobile, c'est la même chose. On se met pas en danger, mais il faut être conscient qu'il peut se passer quelque chose. Je sors de ma douche, je peux glisser, je peux me casser le col du fémur. Enfin, voilà. Donc, est-ce que j'aurais été capable d'être pilote automobile il y a 40 ans? Je sais pas. Ah ouais? Je pense pas. À cause du danger que ça pouvait représenter. Okay. Alors peut-être que j'en ai conscience aujourd'hui du danger qu'il y avait il y a 40 ans, et peut-être que si j'étais né 40 ans en avant, peut-être que je l'aurais fait sans prendre vraiment connaissance du danger, mais aujourd'hui on me propose parfois de faire des courses historiques. Pour l'instant, j'estime que ça en vaut pas la peine, pas par le plaisir. J'en rêverais de conduire ces voitures historiques exceptionnelles, mais je trouve que ça en vaut pas le jeu, et c'est ce que là de plus en plus, étant donné qu'il y a de plus en plus de voitures récentes celles avec lesquelles j'ai débuté au 24 heures du Mans, au Reca 03, etc. Ça doit te faire un peu mal, ça psychologiquement on se rend compte qu'on a plus 20 ans, mais là par contre, voilà, ces voitures là je m'autorise à le faire. Avant, un peu plus de mal. En parallèle de ton début de carrière, tu as aussi mené des études, tu as fait Sciences Po notamment. Ouais.
Pourquoi tu avais choisi ce cursus ? Qu'est-ce que tu comptais en faire après aussi ? Ça a été assez simple, même si j'ai commencé très tard. On est jeune, on fait une bonne année à l'Autosport Academy, on fait une bonne année qui suit dans la foulée en Formule Renault. Et on se dit, allez, on va essayer. Donc j'avais passé le bac, j'avais arrêté mes études suite à ça pour me dire, allez, je me concentre sur le sport automobile. On peut rêver peut-être de Formule 1. Et donc, je m'étais concentré à 100% là-dessus. Quand en 2013, je bascule en endurance, et je regarde le calendrier, je me dis, mais en fait, on passe de. Je crois que en Formule Renault, je faisais le championnat Eurocup à l'époque et le championnat Alps. Donc, ça faisait 14 week-ends de course dans l'année, plus des essais hivernaux. Et puis voilà, c'était 2 années en tunnel où il fallait se dire, allez, je donne tout pour essayer. Quand on arrive en ELMS, où d'un coup, on n'a plus de 6 courses dans l'année. Il y a du temps libre. Il y a du temps libre. Donc j'ai été aidé, je me suis dit je peux aller aider mes parents dans les champs évidemment, mais je peux aussi peut-être reprendre mes études, et puis j'ai toujours aimé suivre l'actualité, voilà, continuer à me développer personnellement, et en fait Sciences Po avait, parce qu'ils arrêtent malheureusement, j'espère qu'ils vont changer, mais ils arrêtent, avait un programme pour aider les sportifs de haut niveau à poursuivre leurs études soit en parallèle de leur sport, donc avec un programme adapté en termes d'emploi du temps, soit à la fin de leur carrière pour les aider à avoir une après-carrière. Et donc je me suis dit qu'il était temps de faire ce programme, donc j'ai fait ce programme, et à la fin de ces 3 années, en fait, ça nous donne un certificat, mais c'est pas le vrai diplôme Sciences Po. Voilà, c'est pas un master Sciences Po, c'est l'équivalent d'une licence, mais c'est plus un certificat en interne à Sciences Po. Mmh. Et suite à ces 3 années, un petit peu par élo, je me suis dit, je veux pas que toute ma vie on me dise, ah mais t'as fait Sciences Po Paris parce que t'es rentré par le cursus des sportifs de haut niveau, etc. Et donc là, j'ai postulé pour rentrer en master comme un candidat externe qui a l'équivalent d'une licence. Et c'est là où j'ai intégré après le master Sciences Po, où là par contre le programme n'est plus adapté pour les sportifs. Et donc là, ça a été un vrai challenge pendant 2 ans. Mais bon, ça s'est plutôt bien goupillé. Ils ont quand même été assez compréhensibles sur pas mal de points, et donc j'ai fini avec un master Sciences Po. Et avec ce master en communication que tu as, c'est à ça, hein, c'est en communication. Alors, j'avais intégré le master communication, okay. Et finalement, au milieu de la première année, ils ont annoncé la création d'un nouveau master qui avait un peu pour but de concurrencer les business schools. C'est un master qui s'appelait Innovation et Transformation numérique. Et en fait, on se cherche un petit peu. Communication, en sport automobile, finalement, on est un communicant en permanence. Donc, ça m'avait paru logique. Après, je me suis dit, mais communiquer pour moi, oui, ça m'intéresse. Par contre, bosser pour la communication des autres dans le futur, est-ce que ça m'intéresse moi ? Et c'est pour ça que j'ai bifurqué dans ce master Innovation et Transformation numérique qui m'a permis ensuite d'intégrer des cabinets de conseil. Et c'était plus ça qui me... Enfin, j'ai découvert en fait au fur et à mesure de mon cursus que c'est plus ça qui m'intéressait. Et donc avec ce master et ton expérience de pilote, est-ce qu'on peut t'imaginer à la fin de ta carrière travailler pour un constructeur, aider un constructeur, passer de l'autre côté finalement ? Ouais, oui et non. J'en ai aucune idée. Bien évidemment que j'y pense. J'estime qu'il me reste quelques années encore. Ouais. Et j'espère à prendre un maximum de plaisir, parce que c'est le plus beau métier du monde d'être pilote automobile. Et je le dis avec sincérité. Et sans doute le plus beau sport du monde. Malheureusement, on est limité en séances d'essai pour souvent des raisons financières. Où on met des quotas de journées d'essai, mais ça nous permet de ne jamais avoir de lassitude de notre sport. Un nageur, il va passer 8 heures par jour dans la piscine. Au bout de 10 ans de carrière, il vomit un peu la piscine. Un tennisman, j'avais un ami tennisman, si t'es dans le top 50, c'est fabuleux. Si t'es dans le top 100, ça va encore. Dès que t'en sors, c'est pas mal de galère. Et tous les jours, t'es en salle de sport, tous les jours, t'es sur les terrains de tennis. Nous, on a un sport où, bien évidemment, il faut s'entretenir physiquement, mais dès qu'on monte dans la voiture, c'est du bonheur, parce qu'en fait, c'est vachement limité, nos séances d'essai. Donc, c'est pour ça que c'est le plus beau sport du monde, donc j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Et après, l'après-carrière, en effet, j'y pense aux différentes, que ce soit pour un constructeur ou autre dans les instances du sport automobile, ou totalement autre chose. Les cabinets de conseil dont tu parlais ? Ouais, je l'ai fait, ça m'a plu.
Est-ce que je voudrais y retourner? C'est dur en fait quand on a eu la chance de vivre un métier assez incroyable où on n'est pas assis derrière un bureau toute la journée. C'est un tout petit peu dur de se redire demain je vais être assis derrière un bureau toute la journée. Ça peut être paysan, pourquoi pas. C'est un métier vachement décrié à faute et par manque de connaissances de 99% de la population, même si 99% de la population avait un arrière-grand-père paysan. Mais ça reste un des plus beaux métiers au monde aussi. Donc voilà, je suis assez ouvert à tout. J'ai la chance d'avoir ce bagage universitaire, on va dire, qui me permet je pense, d'avoir le choix lorsque j'arrêterai. Mais pour l'instant, je me concentre sur ce que je fais parce que je suis très chanceux. Pour revenir un peu du coup sur cette fameuse carte et sur cette fameuse image, du coup à l'époque c'était tes débuts en monoplace, on l'a dit, tu étais notamment en F4 Eurocup 1.6 en 2010. Tu as croisé un certain Mathieu Jaminet, il me semble, que tu as retrouvé du coup quelques années plus tard. Tu termines 4e du championnat. Quel souvenir tu gardes de cette période et déjà des débuts avec Mathieu? Je garde un super souvenir de cette année 2010. C'était ma première année en voiture. Je me rappelle à l'époque, mon partenaire, c'est mon partenaire qui m'avait motivé à aller faire l'Autosport Academy. Non pas que je voulais pas le faire, tout simplement je savais que même si je performais bien l'année d'après, ce serait des sommes tellement importantes que je pourrais pas poursuivre. Donc je lui avais dit, non, ça sert à rien de me donner un jouet pour me le reprendre au bout d'un an. Et à cette époque-là, il m'avait dit, c'est simple, si tu veux pas, j'arrête de t'aider. Dans ce cas-là, tu fais même plus de karting. Donc mon choix a été facile, on y a été. Et un grand merci à lui de m'avoir encouragé à le faire. Et surtout, j'estime avoir eu de la chance dans le sens où j'ai fait la seule année de l'Autosport Academy où on était sur les circuits européens en même temps que les World Series by Renault. Et donc ça a été une année assez folle parce que pour une première année de sport automobile, la première course c'était Motorland, après c'était Spa, après ça devait être Manicourt, après c'était Hockenheim, après c'était Silverstone, après Barcelone. J'en oublie peut-être une, mais à peu de choses près c'était ça. Donc tout de suite les circuits qui m'ont fait rêver toute ma jeunesse quand je regardais les Grands Prix à la télé. En effet on a eu, j'estime, une grosse promo avec Mathieu Jaminet évidemment, avec Stoffel Van Dorn, avec Norman Nato, et on finit un 2-3-4 du championnat. Vous étiez tous suivis par France 4, il nous semble, par France Télévisions, c'est ça ? Tout le championnat a été suivi, et après ils avaient fait un focus un peu plus important sur Stoffel, Norman et moi, plus on avait une fille dans le programme. Alors je m'excuse, j'ai la mémoire qui me joue un tour sur son prénom, mais donc on était tous les quatre suivis plus principalement. Et c'était marrant parce qu'on se rend compte de tous nos défauts quand à la fin de l'année on regarde le reportage, parce que avant ça on s'est jamais trop vu à la télé, et ça permet de grandir aussi beaucoup sur une année. Et Mathieu avait été très fort parce que Mathieu c'était le Benjamin du championnat. On se rend pas compte, mais entre une personne qui a 18 ans et une personne qui a 15-16 ans, je crois qu'il a eu ses 16 ans dans l'année. Malgré tout, en termes de maturité, c'est pas la même chose, et Mathieu a été très fort, et quand je pilote à ses côtés aujourd'hui, je comprends pourquoi il avait été très fort. Vous en reparlez des fois ? Ouais, on en a reparlé, évidemment, parce que suite à ça, on a eu des chemins un peu différents, et donc on se croisait sur les circuits, mais bon, finalement pas plus que ça, et donc on a quand même bien rigolé en se rappelant un petit peu des moments de ce championnat qui avait été sympa. Lou, je t'invite à prendre la 3e carte, s'il te plaît. Yes. IMSA, lorsqu'on gagne le championnat IMSA en 2023. Tout à fait, on est l'MP2. Exactement, avec Pier One Motorsport, avec Ben Keating, Alex Green aussi. Ouais. J'aime notifier Alex Green parce que c'est assez ingrat, parce qu'il a juste fait les courses d'endurance, donc à la fin il n'a pas le titre physiquement. Oui, parce que, rappelons comment ça fonctionne en IMSA. En IMSA, contrairement au WEC, on a des courses courtes, des courses sprint, et sur ces courses-là, vous n'êtes qu'à 2. Exactement. Et sur les manches d'endurance, vous êtes à 3, voire à 4 à Daytona. C'est exactement ça, et donc voilà, je gagne le championnat avec Ben.
qui a fait un travail, comme à son habitude, extraordinaire tout au long de l'année. Et Alex, qui a été pour moi le rookie de l'année. Et ça s'est confirmé aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis hyper heureux pour lui de voir que il est maintenant pilote de réserve chez Peugeot. Il fait partie des grosses références en LMP2 et c'est 100% mérité. Mais c'était un peu frustrant à la fin, que Ben et moi on monte lors de la cérémonie sur le podium sans Alex. Mais ça a été une belle année 2023 en effet, qui pour moi était peut-être la plus belle année en LMP2 avec une belle année solide avec Lidl Sport, l'hyperpole au 24 heures du Mans en LMP2, le titre en IMSA. Donc ça fait partie de mes belles années et c'est aussi un moment un peu important dans ma carrière parce que c'est finalement suite à cette année 2023 que j'arrive à faire la passerelle en hypercar pour l'année 2024. Et je pense que l'hyperpole des 24 heures du Mans et ce titre en IMSA ont été les deux éléments déclencheurs. Selon toi, c'est cette saison qui convainc Alpine de te donner une chance? C'est cette saison qui convainc Bruno Famin. Okay. Voilà, je pense que j'avais la chance d'avoir le soutien de Philippe Sino pour rejoindre le programme. Mais voilà, ça devait être une décision commune entre Philippe Sino et Bruno Famin. Et je me rappelle le samedi matin des 24 heures du Mans, les pilotes qui prennent le départ, les 4 premiers de chaque catégorie ont un starter meeting et je crois que c'était le samedi à 8h40 du matin. Et pour le coup, j'arrive au stand d'Idel Sport. Je vois Nico, je rencontre Nicolas Mination parce qu'on va ensemble au briefing. C'est mon team manager, directeur sportif, etc. Et en fait, en allant à ce briefing, on croise Bruno Famin, qui était avec Philippe Sino, et Nicolas Mination dit à Bruno mais qu'est-ce que t'attends pour signer Paul Loup, il est là ton pilote. Et dans la foulée, en descendant, je crois même pas en descendant du briefing, juste avant, on avait 5 minutes, il m'a dit Paul Loup viens parler 5 minutes, on a parlé 5 minutes, et il m'a dit je reviendrai vers toi. Et la suite a été sympa. Et il est revenu. Vers moi. Pour revenir sur l'IMSA, tu as gagné à Daytona aussi en 2021. Oui. Tu as fait titre et victoire à Daytona. Est-ce que tu considères que tu as tout réalisé là-bas ou c'est un championnat où tu aimerais revenir peut-être? Surtout qu'on sait que Genesis pourrait peut-être intégrer l'IMSA en 2027. En tout cas, c'est en discussion. Donc, est-ce que toi, retourner là-bas et pouvoir regagner peut-être à Daytona, ça t'intéresserait? Évidemment. Évidemment, j'ai eu des très bons moments en LMP2, mais il me manque quand même au moins un podium ou une victoire à Sebring. Ouais. Rien pour parler du LMP2, et évidemment, il me manque tout en LMDH. Donc évidemment que je serais hyper heureux de retourner aux États-Unis. C'est un championnat que j'adore, qui nécessite d'autres qualités aussi en tant que pilote. On a des pistes différentes, vraiment différentes, et donc je trouve que le challenge est assez important pour un pilote européen. Je vais être assez honnête, le niveau du sport automobile en Europe est hyper relevé, et il peut y avoir parfois un tout petit peu ce sentiment de supériorité des Européens dans le monde de l'automobile. Alors quand on va de l'autre côté de l'Atlantique, on ressent aussi un sentiment de supériorité. Finalement, on est tous un peu à penser qu'on est les meilleurs. Mais en tout cas, un pilote européen qui arrive au début sur les circuits américains, il se doit d'avoir une approche différente. En Europe, on peut arriver, quand on découvre le circuit, même si on a fait du simulateur avant, on peut arriver et on peut se mettre les 5 premiers tours à 102%. Et après, une fois qu'on a trouvé les limites et qu'on a raté 2-3 cordes, qu'on est sorti un peu hors track limite, on rebaisse un tout petit peu le curseur et c'est bon, on a trouvé les limites. Aux États-Unis, quand on arrive à Sebring, quand on arrive à Watkins Glen, on commence pas à 102%. On commence à 90% et puis chaque tour on monte un petit peu parce qu'on n'a pas le droit de faire la moindre faute, parce que les conséquences sont loin d'être identiques.
Donc voilà, j'estime que ça nécessite d'autres qualités, une adaptation différente, mais le challenge est fabuleux et les courses sont fabuleuses aussi. Est-ce que tu estimes que c'est plus facile dans ce sens-là, c'est-à-dire un Européen pour s'adapter au championnat américain et au circuit américain, que l'inverse? Parce que on voit finalement, tu vois là, je pense à Colton Herta qui quitte l'IndyCar pour arriver en Formule 2, ça semble plus compliqué que l'inverse, je trouve. Je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Je pense que ça dépend avec l'équipe avec laquelle on le fait. Si on est dans la bonne équipe au bon moment, tout est plus facile. Moi, quand je suis arrivé à Daytona en LMP2 la première année, finalement, mes 2 premières années, c'était avec Era Motorsport. On avait une voiture hyper performante. T'as l'impression d'être un héros. Et puis, tu reviens une 3e année, avec une 4e année, avec une voiture un peu moins performante. Et d'un coup, tu dis, en fait, c'est un peu plus dur. Donc, je pense qu'il y a tellement une multitude de facteurs et aussi des un petit peu caractéristiques de chaque pilote. Donc, ce que je sais, c'est que le niveau en Europe, malgré tout, j'estime qu'il est très relevé de plus en plus. Et donc, un pilote qui est très fort en Europe, il y a peu de raisons pour moi qu'il ne le soit pas aux États-Unis. Est-ce que la différence entre les deux n'est pas aussi accentuée d'une part par le fait que les circuits américains sont un peu à l'ancienne? On voit quand on va à Daytona, quand on va à Sebring, tout est ouvert, les paddocks sont ouverts, soit les voitures sont plus sous des tentes ou les garages sont ouverts au public. Et côté de ça, on a une grande place importante aux États-Unis pour les pilotes amateurs. On le voit en LMP2 où il faut un bronze par équipage. On parlait de Ben Keating tout à l'heure. Est-ce que tout ça, ça accentue pas la différence? Et on a aussi le règlement qui est très différent. Ouais, je pense que c'est l'atmosphère. On arrive sur une course aux États-Unis, l'atmosphère est totalement différente. Je pense que les puristes du sport automobile adorent l'atmosphère qu'il y a aux États-Unis. Si on cherche un peu plus de confort, on va peut-être plus s'orienter vers les courses en Europe, mais c'est sûr que quand t'es dans la ligne droite de retour de Road Atlanta et que tu sens le barbecue partout, il y a quelque chose aux États-Unis, il y a peut-être l'âme initiale du sport automobile est peut-être plus présente aujourd'hui, en tout cas par rapport au jour 1 aux États-Unis versus aujourd'hui. Je pense que l'évolution est plus faible qu'entre le jour 1 en Europe versus aujourd'hui. Ils ont gardé un peu plus l'esprit initial de leur sport automobile. Sans être péjoratif, on a l'impression qu'il y a un côté un peu plus kermesse quand on va aux États-Unis. C'est le show, c'est le spectacle. Voilà, la priorité, c'est le spectacle. On est là pour faire le show. Et évidemment que j'estime qu'en Europe, quand je pilote, je me mets pas en danger. Quand je vais aux États-Unis, j'ai plus conscience du danger. Je prenais pas d'assurance. Quand on prend une licence en France, on a directement une assurance. En tout cas, pour un tout petit complément, on a une bonne couverture qui, j'estimais, me suffisait. Pour les championnats que je faisais européens ou le WEC. Quand je suis arrivé aux États-Unis, la première année, j'ai juste fait Daytona, finalement, qui est un circuit finalement pas le plus dangereux pour les États-Unis. Et puis après, quand j'ai fait cette année en 2023, qui était ma première année full IMSA, et que je suis arrivé à Sebring, j'ai fait un peu différent. Et après, j'ai été testé à Watkins Glen la veille. C'est tout le temps les tests à Watkins Glen, c'est à peu près le 25 mai, donc juste avant le test day, des 24 heures du Mans. Et je me rappelle, j'ai fait 2 jours de tests, je suis rentré et j'ai appelé l'assureur, j'ai dit je veux m'assurer. Oui, c'est sacré circuit. Tu parles de Sebring, Watkins Glen, Laguna Seca. Il y a un risque qui est supérieur. En priorité, c'est le show. Bon, tu reparlais du Mans, je t'invite à prendre la prochaine carte. C'est un événement dont tu viens de parler. Exactement. Un des plus beaux moments pour moi de ma carrière en sport automobile, c'est Hyperpole en 2023 avec IDEC Sport. Encore en LMP2 pour le coup. En LMP2. On avait fait la pole avec IDEC en 2018 pour ma première année complète avec IDEC au Mans. Donc ça avait été déjà un moment incroyable. Mais c'est vrai que ce processus d'Hyperpole au Mans fait que quand on a la chance de faire l'Hyperpole,
il y a toute une cérémonie derrière qui est quand même assez majestueuse, assez incroyable. Peut-être d'autant plus pour un pilote français. En plus, c'était assez. Il y avait un clin d'œil quand même assez sympa où il y a en hypercar, c'est Ferrari qui fait la pole avec Fuoco. En GT, c'est Ben Keating avec Corvette. Et en LMP2, c'est moi avec Idel Sport, et il y avait un partenariat avec Delage cette année-là. Et finalement, ça faisait un peu quand même 3 voitures un peu iconiques qui ont remonté un petit peu cette ligne droite des stands pour aller récupérer le trophée. Faire l'hyperpole pour Idel Sport aux 24 heures du Mans, et puis évidemment c'est ma course à domicile. Je suis né à 1 heure du Mans. J'ai évidemment un peu de la famille souvent qui vient aux 24 heures du Mans, des amis, donc c'est un petit moment assez incroyable, même si le dimanche soir on se souvient de ceux qui ramènent la coupe des vainqueurs et pas de celui qui a fait l'hyperpole, mais c'est quand même un beau moment. Est-ce que c'est ton meilleur souvenir au Mans, ou par exemple ton podium en 2014 il est encore au-dessus de ça? Il est pas au-dessus, il est en dessous, pas par sa valeur, tout simplement parce que c'est dur, mais c'est comme ça quand c'est la première fois qu'on fait une course. C'était la première fois que je faisais les 24 heures du Mans, et que on fait le podium, ça paraît facile. Okay. Même après une course de 24 heures. En fait, on se rend pas compte du challenge que c'est quand la première fois ça nous réussit. Et encore, on était en tête à 10h du matin, on classe un support de porte-noyeux, on descend 7ème, on arrive à remonter 3ème à la fin, donc on a failli ne pas l'avoir. Mais depuis ce jour-là, depuis cette 3ème place au 24 heures du Mans, j'en suis à, je vais dire une bêtise, mais je crois ça va être ma 13e année, je crois, au Mans cette année. J'ai pas refait un podium. Et donc, si aujourd'hui je remonte sur le podium des 24 heures du Mans, même une 3ème place, ce sera sans doute le plus beau moment de ma carrière, tellement aujourd'hui je sais la difficulté et comment tout peut bien s'enchaîner ou non. Parce qu'à chaque fois on était compétitif. Toutes les années où il manquait un tout petit peu de performance et finalement le meilleur résultat qu'on pouvait faire c'était 5ème, tout se passait parfaitement, on faisait 5ème. Et que ce soit en 2023 ou en 2018, donc les 2 années où on fait la pole, quasiment ces 2 années-là on doit les gagner. Et en 2018, au bout d'1 heure de course, on a un problème, mais finalement on est toujours dans la course pour la victoire, tellement on était performant. Et à 10h du matin, on a une fuite d'huile trop conséquente et on doit s'arrêter. Et en 2023, on est 3ème, on se bat encore avec le 2ème à 2 heures de la fin, et en sortant des stands, on a une crevaison, et pour le coup, on fait tout le tour au ralenti, et pour le coup, on finit que 5 ou 6ème. Donc quand on sait toute la difficulté pour atteindre un podium, quand on le fait la première année, c'est facile. Maintenant, après 13 années d'expérience au Mans, j'en rêve de remonter sur ce podium, qui est le plus beau podium au monde pour moi. Donc j'ai pas assez savouré, même si on a savouré, j'ai pas assez savouré ce podium à l'époque. Donc c'est pour le coup, ça n'en fait pas mon plus beau souvenir, parce que j'en ai pas assez profité. C'était trop facile. Presque la même chose quand j'ai gagné Daytona. J'ai gagné Daytona ma première année. Bon, j'ai quand même savouré parce que j'avais eu les expériences du Mans entre temps où c'était plus dur. Mais demain, si je regagne Daytona, ça aura sans doute une saveur un peu supplémentaire. Et donc, cette hyperpole, de par le caractère majestueux de la cérémonie et du processus, en fait peut-être mon plus beau moment. Mais en 2018, quand je fais la pole, c'est aussi un moment fort parce qu'en 2017, ma carrière elle s'était arrêtée. Donc revenir en 2018 grâce à Idel Sport et faire la pole d'entrée au 24 heures du Mans, ça a été très fort aussi. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment où tu dis que ta carrière s'était arrêtée en 2017? Ouais, simplement parce que... oui, pardon, je dis ouais, c'est pas beau. Mon fils me reprendrait. Oui. Qu'on salue ton fils. Aussi. Normalement, c'est l'inverse, c'est les parents qui reprennent les enfants. Et je pense que d'ici 2-3 ans, ce sera à moi, mais pour l'instant, on essaye d'être strict là-dessus, qu'il fait attention, il nous reprend bien. Mais oui, parce que... En 2016, j'ai eu la chance d'être au début de l'aventure avec Panis Barthez Compétition, grâce à Olivier Panis. Donc on a fait une belle année, on n'a pas eu vraiment de résultats
concret à la fin, mais on a montré de la vraie performance et j'étais plutôt satisfait de mon année. En parallèle, j'avais fait la deuxième partie du WEC avec Alpine en LMP2 et j'avais eu aussi le rookie test avec Audi à la fin de l'année à Baragne en LMP1. D'ailleurs, je crois que je suis le dernier pilote sur un week-end officiel à être monté dans cette Audi R18. Et à contrario, je savais que j'avais pas de budget pour l'année suivante et que ça serait difficile de trouver un volant à cette époque. C'était encore plus difficile de trouver des volants en LMP2 que ce que c'est aujourd'hui. Et donc je savais que potentiellement ma carrière était arrêtée. Donc c'était assez paradoxal. En montant dans la voiture avec Audi au rookie test de Baragne, en sachant que c'est l'année du Dieselgate, que de toute façon le programme s'arrête dans la foulée, donc c'était un cadeau qu'on me faisait, c'était sympa, mais je savais qu'il n'y aurait pas de suite à ça. Je me disais, en fait, c'est sans doute la dernière fois de ma vie que je monte réellement dans un vrai week-end de course en voiture, et ça s'est confirmé. De 2017, j'avais pas de volant, et j'ai eu la chance d'être appelé par, à l'époque, c'était Jean-Claude Ruffier, qui était le team manager chez Idel Sport, et qui m'a demandé de venir aider l'équipe Idel Sport juste pour le test day. Test day du Mans, du coup. Voilà, le test day du Mans, pardon, parce que ils avaient, c'était à l'époque, donc ils étaient en LMP2, il y avait Patrice Lafargue qui conduisait avec son fils Paul et avec David Zollinger, mais pour le coup c'était 3 pilotes qui n'avaient jamais fait Le Mans en LMP2 et qui voulaient un pilote qui fasse 10 tours au test day pour les aider à régler la voiture, à leur donner des bonnes datas. Et donc j'étais juste venu faire ces 10 tours-là, et suite à ces 10 tours, ils m'ont rappelé pour la deuxième partie de saison. Donc c'est ça qui m'a relancé et qui après a fait que j'ai eu la chance de poursuivre grâce à Patrice et Paul Lafargue, et puis aussi après Nicolas Minassian chez Idel Sport. Et juste avant ça, avant l'arrêt du coup de ta carrière pendant un an, tu le disais, tu as roulé chez Panis Barthez. Rouler avec Fabien Barthez, c'est quand même sympa. J'imagine comment c'était. Est-ce qu'il était aussi compétiteur sur le terrain ? C'est un sportif de haut niveau, donc évidemment qu'il est très compétiteur. Il est très humble aussi, parce qu'il savait que c'était le meilleur gardien du monde, mais c'était pas le meilleur pilote du monde, donc il était vraiment intéressé d'avoir un maximum de conseils. Et on a passé honnêtement une super année. Pour moi, c'était fabuleux d'avoir Olivier Panis qui a été un exemple, même si en 96 j'étais jeune, mais bon, derrière il a eu encore une très longue carrière en Formule 1, et donc j'ai assez rêvé, je rêvais quand je le voyais piloter en Formule 1, et étant petit, quand j'avais 6-7 ans, j'étais goal dans mon petit village en foot, et avec le maillot de Barthez et tout, et j'avais voulu me faire la boule à zéro. Ma mère avait refusé, mais j'avais voulu me faire la boule à zéro quand j'avais 7 ans 8 ans après la Coupe du Monde, donc c'était 2 idoles pour moi, et me retrouver dans leurs équipes, c'était assez magique. Et par contre, c'est une petite anecdote, mais pour moi, en termes de notoriété, Olivier Panis, Fabien Barthez, c'était la même chose. Et en fait, je pense que dans un paddock, Olivier Panis se fait peut-être plus reconnaître que Fabien Barthez. Non, dans un paddock, c'est la même chose. Par contre, dans la rue, Fabien Barthez ne peut pas faire 1 mètre. Ah ouais. Et Olivier Panis, qui évidemment est très connu et bien mérité, mais Olivier Panis peut avoir une vie quasi normale en dehors d'un paddock. Fabien Barthez, je me suis rendu compte qu'est-ce qui était réellement la notoriété et ce que représentait le football au niveau français et au niveau mondial, quoi. Surtout quand on est champion du monde. Surtout quand on est champion du monde et qu'on est Fabien Barthez, avec ce qui s'est passé face à Ronaldo en finale. Enfin, on connaît beaucoup cette histoire, mais et puis il a une gueule, Barthez, finalement qui n'a pas changé depuis 1998. Il est identifiable par tout le monde, et je me rappelle, les peu de fois où on a marché un peu dehors ensemble dans la rue, c'était quasiment impossible pour lui. Oui, c'est vrai qu'Olivier Panis, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a peut-être pris aussi un petit coup de vieux qui fait que les gens peuvent peut-être moins le reconnaître. Oui, il a changé de coupe de cheveux. Que Fabien Barthez, finalement, il a gardé la même coupe de cheveux, il est quasi identique. Et c'est la Coupe du Monde 98, France-Brésil. Je pense que ça va vraiment marquer une génération. Et en parlant de champion du monde, en 2022, tu roules pour Richard Mille, tu finis la saison et tu remplaces Sébastien Ogier, justement, avec Charles Milesi, déjà il est Louvadeau. Comment ça se passe, ce remplacement ? Est-ce que c'est un peu de pression de remplacer un ONU champion du monde des rallyes ou pas ?
ça aurait été de la pression si c'était en rallye, parce que clairement j'aurais pas été au niveau. Là c'était moins de la pression parce que finalement c'était avec Richard Mille, mais avec sous la bannière de Signatech, qui est une équipe que je connaissais quand même très bien parce que j'avais fait 2014, 2015 et 2016 avec eux lors de mes années alpines en LMP2, et même si l'équipe avait évolué, c'était professionnalisé énormément. Il y avait les cadres qui étaient les mêmes, des mécaniciens qui étaient les mêmes, le management qui était le même à 90%, donc je me retrouvais dans un élément connu avec une voiture que je connaissais parfaitement. Donc la seule pression que j'avais, c'était comme je peux avoir à chaque fois que je monte dans la voiture, de faire au mieux mon travail, mais il n'y avait pas d'idée de se dire oula, je passe après Sébastien Ogier. Si ça avait été dans une WRC, c'est évident que ça aurait été autre chose. Tu as également reçu le prix Jean Rondeau dans ta carrière. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? C'est un prix qui à l'époque pour moi, que je le résume, c'est un peu l'élection du meilleur rookie français aux 24 heures du Mans. Et donc j'ai eu ce prix là en 2014 lors de ma première année, lorsqu'on fait troisième avec Alpine. C'était une fierté et un honneur parce que il y a beaucoup de pilotes talentueux français qui avaient eu ce prix en amont, et pouvoir simplement mettre un petit son nom à ce prix, à l'histoire de Jean Rondeau, c'est quelque chose qui m'a touché, j'étais honoré. Et puis si je me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai pas tout révisé, mais il me semble que Loïc Duval l'avait eu également. Loïc Duval, c'est un Chartrain comme moi, et finalement ça a été un peu un exemple aussi dans ma carrière. Il y a quelques pilotes sur lesquels on essaye de s'inspirer de leur choix de carrière, de la façon dont ils les guident. Et quand je suis arrivé en endurance, Loïc, il était chez Audi dans les années LMP1. Je crois que c'est en 2013 qu'il gagne les 24 heures de Mans, si je me trompe pas. Donc voilà, c'était un bel exemple, et c'est toujours un bel exemple d'ailleurs. Et voilà, pouvoir se dire tiens, il y a le nom de Loïc Duval, il y a le nom de Paul Louchatin à côté, c'est sympa. Et puis il y a beaucoup d'autres noms incroyables. Il y a Sébastien Bourdet, si je me trompe pas. Enfin, presque tous les Français qui ont eu des succès en endurance ont leur nom sur ce prix. Je t'invite à prendre la dernière carte, s'il te plaît. Un beau souvenir aussi. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, cette victoire à Fuji, incroyable. C'est la plus belle victoire de ta carrière ? Oui, c'est la plus belle victoire de ma carrière. Ouais, je le dis pour tout simplement déjà parce que c'est une victoire dans la catégorie Rennes de l'endurance. Donc même si j'ai eu des moments incroyables en LMP2 et des victoires incroyables, des titres, que ce soit le titre en ELMS en 2014, ensuite en 2019 avec IDEC, le titre en IMSA en 2023, cette victoire, elle a un caractère spécial pour plusieurs raisons, et je vais les dire. La première, c'est que c'est une manche de championnat du monde, c'est la 100e course, et quand on gagne, mes coéquipiers et moi, on sait que l'année prochaine, on sera plus ensemble. Tu sais déjà que tu pars chez Genesis à ce moment-là. Je sais que je pars chez Genesis, ils le savent. On le voit dans les déclarations d'ailleurs, d'après course. On le voit un petit peu dans les déclarations, exactement. Et ces 2 dernières années, avec Charles et Ferdinand, on a vécu quelque chose de fort, qui est on était coéquipiers, certes, mais on était amis. Et on est amis, et on a vraiment créé un lien fort qui a été pour moi magnifique, qui est assez magique de partager ces 2 années avec eux, parce qu'on était vraiment l'un là pour l'autre en permanence, et on était heureux tout le temps heureux d'être tous les 3, même quand il y en a un qui faisait une petite erreur, que ça rendait la course difficile. On était tout le temps là pour se supporter, et on méritait de faire quelque chose de beau au moins une fois ensemble, dans un programme hypercar avec autant de compétitions comme ça. Un podium est quelque chose de beau. Une victoire, c'est magique, et en plus c'est la 100e. Donc en arrivant à Fuji, on savait qu'il nous restait que 2 courses potentiellement pour atteindre ce qu'on souhaitait, et que c'était principalement la course où, si on avait vraiment une chance de faire quelque chose, c'était celle-ci. Pourquoi ? Parce que l'année d'avant, en 2024, ça avait été très dur pour moi, parce que
dans notre contrat, je devais laisser ma place sur une course pour Jules Gounon, qui était le pilote de réserve, parce qu'on savait qu'en 2025, il serait pilote officiel, et l'idée, c'était de lui donner aussi l'opportunité de pouvoir arriver le mieux préparé possible en 2025, et donc lui donner une course à Fuji en me remplaçant moi, et puis à Bahreïn en remplaçant un autre pilote, et était étrié. Donc, mais en 2020, donc j'avais pas fait Fuji en 2024, et pourtant la performance d'Alpine était incroyable. Et je me rappelle, c'était le mariage de mon cousin ce même week-end. Et en rentrant à 3h30 du matin, j'ai eu la télé, et puis bon, le début avait été compliqué, et puis après et ça remonte. À un moment, ils sont quasiment en passe de gagner la course. Et j'étais, à ce moment-là, je vais être honnête, le sentiment est vachement mitigé. On est à la fois hyper heureux pour l'équipe, parce que je sais tout le travail qui est réalisé par l'équipe pour atteindre de la performance, mais d'un autre côté, on se dit, wow, la seule course qu'on fait pas, potentiellement ils la gagnent ou ils font un podium. Psychologiquement, c'est très dur. Mais il y a eu un podium en plus avec la 36, avec Mick Schumacher, Nicolas Lapierre et Mathieu Vexer, mais effectivement la 35 passe pas loin de gagner. Et si ma mémoire est bonne, c'est après un accrochage avec la Corvette qui gagne cette année. Qui gagne, qu'il y a une pénalité et qui fait sortir la 35 de la victoire. C'est ça. Il y a aussi un safety car au mauvais moment à la fin, je crois. Enfin, voilà, il y a... Et ça c'est symbolique finalement votre victoire, parce que vous avez la victoire un an après, parce que vous avez la safety car pile au bon moment. Et c'est exactement, et pour le coup, cette année 2024, c'était bon. À la fin presque, je vais être méchant, mais c'était presque le scénario idéal pour moi à Fuji, où il y a une Alpine qui fait podium. C'est super pour l'équipe, parce que ça va permettre à l'équipe de se transcender encore plus, pour progresser, pour continuer à travailler, à rien lâcher. Donc il était nécessaire, ce podium. Mais bon, c'était pas ma voiture, donc j'ai moins ce sentiment mitigé. Même si j'aurais rêvé pour Ferdy, Charles et Jules qui gagnent, parce qu'ils méritaient sur cette course. Mais voilà, on est tous compétiteurs, et c'est dur de voir sa voiture gagner quand on n'est pas dedans. Donc là, revenir, gagner cette course, et en effet, on a un début de course compliqué. Il y a une petite touchette de Ferdy avec Buemi, exactement, qui nous fait un drive-through. On se retrouve un peu loin. Moi, je monte dans la voiture. Je crois que je suis 16e quand je prends la voiture sous safety car. Et malgré tout, je crois que je rends la voiture 7e. Parce que ça marchait bien. J'avais bien géré les pneus. J'ai été longtemps bloqué derrière l'Aston Martin, qui était hyper rapide en ligne droite. Donc, elle était clairement indoublable. Et pour le coup, j'ai fait énormément de safe fuel. J'ai sauvé mes pneus. Et ce qui fait que sur les 10 derniers tours de mon relais, l'Aston a fait une erreur dans le T6, j'ai réussi à la doubler, et après j'ai doublé 3, 4, 5 voitures à la suite, et surtout grâce à toute l'essence que j'ai sauvée, toute l'énergie que j'ai sauvée en étant derrière l'Aston, j'ai pu faire un tour de plus, et finalement c'est ce tour de plus qui fait que on s'arrête au parfait moment, et que je rentre dans les stands, on est 7e, il y a le safety car, et Charles prend la voiture et sort des stands 2e. Et après Charles fait un travail extraordinaire. La Porsche était très performante, même si Charles était incroyable en rythme, la Porsche l'avait doublé, donc Charles se retrouve 3e avant le dernier arrêt. Et à ce moment-là, c'est là où je veux pointer du doigt un fait, qui est que nous, les pilotes de la 35, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut ? On veut le podium. On veut le podium parce que ça fait 2 ans qu'on court après un podium, et on ne l'a pas eu par un peu de manque de réussite à plusieurs reprises. La 36, on est déjà à 3 podiums. Ce qui fait que la marque Fuji, et on rappelle, il y a eu Imola et Spa aussi l'année dernière. Fuji 2024, Imola et Spa 2025. Ce qui fait que le top management chez Alpine n'est pas à la recherche d'un podium. Il est à la recherche d'une victoire. Nous, sur la 35, on a fait des 4e places, des 5e places, mais on est à la recherche au moins d'un podium. Et donc, au dernier arrêt au stand, ils nous disent on va changer que 2 pneus pour pouvoir doubler la Peugeot, qui était indoublable en ligne droite, qui allait beaucoup trop vite, pour pouvoir doubler la Peugeot dans les stands, et au passage aussi doubler la Porsche. Et après, réussir à résister en mettant que 2 pneus, sachant que c'est une stratégie qui avait été faite l'année d'avant, et qui avait été faite aussi en début de course sur la voiture 36, donc on partait pas à l'aveugle. Mais nous, en tant que pilote, Ferdy et moi, dans les stands, on était un peu fébriles en se disant si
si à cause de ça, on perd le podium, parce que si on changeait les 4 trains de pneus, on sortait 3ème avec 4 trains de pneus, le rythme était largement suffisant. Oui, parce que c'était la même strat que les deux autres. Donc ça... Et le rythme était suffisant pour rester 3ème. On savait qu'on avait le podium si on changeait les 4 pneus. Par contre, en changeant de pneus, on savait qu'on sortirait normalement premier, mais si le rythme, la dégradation s'intensifiait et qu'on perdait vraiment du rythme, bah là on pouvait un peu tout perdre. Et donc c'est là où je trouve que le top management a été très fort. Ils ont pris ce risque parce qu'eux voulaient absolument la victoire, et Charles a fait un super travail à la fin, et ça a payé. Donc ça a été un moment assez incroyable, et puis voilà, c'était un peu la fin de notre aventure tous les trois. Donc on avait à cœur ça pouvait pas tomber mieux. Et justement par rapport à ça, maintenant on est tous au courant que Alpine s'arrête à la fin de l'année. Qu'est-ce que ça te fait, toi qui as roulé pour cette équipe, qui a lancé justement ce programme Hypercar et qui a laissé du coup tes amis là-bas qui y sont encore pour cette saison? Ça fait beaucoup de peine. Je l'ai toujours dit, j'ai un peu de sang bleu quand même Alpine en moi, parce qu'on a parlé de l'Hypercar, mais finalement en 2013 je suis pilote junior Alpine, lorsque Alpine annonce son retour global, en fait, lorsque la renaissance de la marque Alpine, qui se fait à travers aussi du LMP2 à l'époque. Donc je fais 2013 en tant que pilote junior Alpine, je fais le TSD avec Alpine en LMP2, c'est la première fois que je monte dans une LMP2 au TSD des 24 heures du Mans en 2013. Et donc petite anecdote, en fait j'ai pas fait Le Mans en tant que pilote pendant la course en 2013 ni en 2017. Par contre, depuis 2013, tous les ans, j'ai roulé aux 24 heures du Mans, au Mans au TSD. Ouais. Voilà. Mais donc voilà, j'ai passé sur les 10 dernières années, j'ai quand même passé un peu plus de 5 ans avec Alpine et avec Signatech, donc je suis très triste de cette nouvelle. Triste pour Alpine, triste pour Signatech, parce que je pense que ils méritent pas ça, et triste pour le sport automobile français, parce que c'est quand même une marque incroyable, une marque iconique, et qui, j'estime, avait pleinement sa place en endurance, et que ça faisait parfaitement sens avec l'esprit et l'ADN de la marque. Donc voilà, c'est comme ça, il y a des choix à faire. Malheureusement, ça va pas toujours dans le sens qu'on souhaiterait. Mais et puis je suis triste aussi évidemment pour mes coéquipiers, même si j'ai pas de doute sur leur capacité à rebondir. On va passer au contre-la-montre. Let's go. Lou. Alors on rappelle le principe. Tu as 2 minutes pour répondre à un maximum de questions possibles. L'idée c'est de faire ça au tac au tac. Pas besoin de développer. Et tu as le droit à un joker. Ça marche. Le pilote le plus fort que tu as affronté? Charles Milesi. Le pilote le plus sous-coté? Ferdinand Asberg. Ton meilleur coéquipier? Joker. Ok, déjà? Ouais. Ok. Le pilote avec qui t'aimerais partager la voiture en dehors de Genesis, sinon c'est de la triche? Charles Milesi, Ferdinand Asberg. Le pilote qui t'a fait rêver plus jeune? Michael Schumacher. Le team principal avec qui ça a le mieux marché? IDET Sport et Nicolas Minassian. Dans l'histoire, une voiture que tu rêves de piloter? Une Formule 1 de 2021. Une précisément? Je vais dire la Mercedes. Ton circuit préféré? Le Mans. Daytona ou Road Atlanta? Daytona. Celui que tu aimes le moins en circuit? Motorland. Le circuit où tu rêves de rouler? Bathurst. Gagner le Mans ou être champion du monde? Gagner le Mans. Course de jour ou course de nuit? De nuit au Mans. Complète. En 2026, avec Genesis, je vais faire un podium. Combien de points il te reste sur ton permis? 12. Bon conducteur. Chanceux. Vigilant. Mais ta pire habitude au volant? Ne jamais m'arrêter et courir quand je fais le plein d'essence pour aller aux toilettes pour perdre le minimum de temps. Ta superstition avant un départ? Embrasser ma voiture. Qualification ou course? Course. LMP2 ou Hypercar? Hypercar. ELMS ou IMSA? IMSA. En Formule Renault 1.6, c'était qui le meilleur? C'était Stoffel cette année-là. Quelle catégorie hors endurance tu rêves d'essayer? Je vais pas être très original, mais faire du GT. Il y a beaucoup à apprendre. Ok. Un essai en F1 ou en WRC? En F1. Si tu n'avais pas été pilote, tu aurais fait quoi dans ta vie? J'aurais été paysan. Ton plus grand regret dans ta carrière? Avoir été peut-être en LMP2 plutôt qu'en GT. Fabien Barthez ou Grégory Coupé? Fabien Barthez. De 0 à 10, ça a été comment cette interview? 9.
Parfait. 9 parce qu'on peut toujours s'améliorer. Exactement. C'est ça. Merci beaucoup. C'est la Paul phrase qu'on nous dit souvent. ouais, c'est exactement. Exactement. Bah, merci. Avec Merci plaisir, beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu dans notre studio et d'avoir plaisir. partagé avec nous ta carrière. Et avant de se quitter, Paul Loup, la tradition dans l'émission, c'est que chaque invité nous signe le casque. Donc écoute, Parfait. il y a du Théo Pourchère, il y a du Théo Findael, il y a du Dorian Pain, il y a du Lisa Billard, qui j'oublie. Adrien Fourmeau. Adrien Fourmeau, bien sûr. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas Et mal. du coup, maintenant, il y aura Paul Loup Chatin. Je te laisse Merci trouver beaucoup. une place et signer où tu le souhaites. Je vais me mettre derrière. C'est là où je mets mes initiales sur Ah bah parfait. mon propre casque. Donc, évite ma signature, c'est en partie mes initiales. Je suis pas très original, mais voilà. Parfait. PLC. Magnifique. Paul Bouchatin. Merci Paul Loup. Merci à vous. Super. Et donc merci d'être venu nous voir dans notre studio pour cette interview. C'est très intéressant de rompre tes fils de ta carrière avec toi. On va être comme ça, ce sera mieux. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Non, plaisir partagé. Merci beaucoup. Et on te souhaite du coup le meilleur pour cette saison en WEC avec Genesis et donc pourquoi pas un podium. On va tout faire pour. Le potentiel est là. Merci Paul Loup. Merci.